Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Ce soir, on vous emmène dans la profondeur des forêts équatoriales, là où se trouvent les poumons verts de la planète, tellement indispensables à l'ère du réchauffement climatique. Sans ces étendues de précieuses forêts, le danger qui pèse sur l'humanité serait encore accéléré. Seulement voilà, d'un côté on met beaucoup de soins, ici en Suisse, à imposer le vélo un peu partout par exemple, on a condamné le nucléaire, à terme, on va réduire notre empreinte carbone. Malheureusement, pendant ce temps, des hommes d'affaires peu scrupuleux encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts, réduisant en quelque sorte à néant nos efforts. L'un de ces hommes d'affaires est suisse. On va vous raconter dans ce reportage comment son commerce de bois précieux pour fabriquer des meubles en Chine ruine les efforts pour sauver la planète de l'extinction. On appelle ça un écocide et malheureusement ce crime contre l'environnement n'est pas encore reconnu par la justice internationale. Pour qu'un écocide soit reconnu comme un crime au même titre qu'un génocide par exemple, il faut démontrer qu'il a alimenté une guerre, que l'argent de la déforestation a par exemple profité à une guérilla. Or, l'enquête qu'ont réalisée Isabelle Ducret et Jean-Marc Chevillard prouve que c'est bien le cas. Le dossier qui est au cœur de cette affaire est actuellement sur le bureau du procureur de la Confédération qui traîne les pieds depuis 3 ans. Car si la Suisse choisit de poursuivre, ce sera un immense pas en avant dans la reconnaissance internationale de l'écocide. Regardez. Les forêts de la Casamance, au sud du Sénégal, ont subi un véritable massacre environnemental. Je participais au trafic, je coupais le bois au Sénégal, en Casamance, et je le vendais en Gambie. À moi seul, je coupais 150 arbres, à moi seul par jour. Les trafiquants abattent surtout le précieux bois de rose, aussi appelé bois de veine. Ces 15 dernières années, près de 2 millions de ces arbres sont tombés sous les tronçonneuses. Le veine avait de la valeur, énormément de valeur. Entre 2014 et 2017, un homme d'affaires suisse s'allie au président autocrate de la Gambie pour monter un business très profitable d'exportation de bois. Ce pays sahélien, agressé par le désert de toutes parts, subit une coupe assassine de nos forêts. Pour 10 000 francs, tu coupes un tronc et tu installes le désert chez moi. L'ONG Trial International a déposé une plainte pénale auprès du ministère public de la Confédération contre l'homme d'affaires suisse. On a envie que la Suisse montre l'exemple et qu'elle soit un leader dans la protection de l'environnement, effectivement, et dans la poursuite des crimes de pillage comme de tous crimes internationaux. Pour la première fois, les auteurs d'un crime environnemental pourraient avoir des comptes à rendre. Voilà. Exactement. Notre enquête démarre au cœur de la forêt de Casamance, au Sénégal, là où il n'y a déjà plus de route, où le seul moyen de se déplacer, c'est la moto. À l'ouest de l'Afrique, le Sénégal est un pays coupé en deux par la Gambie. Au sud, la Casamance, une région minée par un conflit séparatiste depuis 1982. Le trafic passe par cette frontière entre la Casamance et la Gambie. Nous voulons voir du bois de rose, mais la coupe a été si massive, ici dans la forêt, qu'on n'en trouve presque plus. Nous suivons Idrissa Diémé, président de la forêt de Koulandiang. Il nous emmène dans un périmètre replanté et protégé. On est surpris, tout a l'air sec, mais c'est la saison sèche, c'est normal. Ça, c'est du veine. Tout ce que vous voyez là, ce sont des veines. Ça aussi, c'est du veine. De voir un bois de veine coupé comme ça. Ça me crève le cœur. Lorsque je suis venu et que j'ai vu cet arbre abattu et couché sur le sol, ça m'a mis très en colère. Si je pouvais, je dirais aux coupables que ce qu'ils font n'est pas normal. Parce que c'est du bois rouge. Le bois de rose est très recherché, car une fois travaillé, il révèle une magnifique couleur rouge.
Principal acquéreur, la Chine, qui en fait des meubles et des objets de grand luxe, très chers. À cause de la forte demande, cet arbre a quasiment disparu. C'est pour cela que les exportateurs gambiens ont commencé à acheter des troncs de l'autre côté de la frontière, où il en restait encore, notamment dans la forêt des Narangs en Casamance. Un trafic illégal, car au Sénégal, le bois de rose est protégé depuis 2012. Pour notre enquête, il nous faut des témoignages. Pas facile, car le sujet est toujours sensible. Dans ce village, un ancien coupeur accepte de nous parler à condition de respecter son anonymat. Il commence par nous dire que la forêt d'avant et celle d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Parce qu'auparavant, quand tu venais ici, tu te disais, est-ce que je ne devrais pas retourner? Parce que tout était dans l'obscurité. Il y avait tellement d'arbres qui faisaient nuit. Oui. Auparavant, même moi, je ne pouvais pas venir jusqu'ici. Je ne pouvais pas, parce que la forêt était tellement dense. Nous avons pu nous procurer des images et des documents de la période 2014-2017, quand le trafic de bois était à son paroxysme. C'est le résultat de l'enquête d'une journaliste en équipe avec un militant écologiste suisse présent sur le terrain à l'époque. Ils avaient déjà transmis ces éléments à Trial International pour renforcer la plainte pénale. Pour eux, impossible de fermer les yeux sur ce trafic, surtout lorsqu'un autre Suisse est impliqué. Et c'est notamment dans cette période 2014-2017 que notre jeune villageois coupait le vène. Il avait besoin d'argent. C'est vraiment une source de revenus en plus. C'est ça qui nous pousse à couper des arbres. Mais ce n'est pas notre fierté de couper des arbres. Ça rapportait beaucoup d'argent? Oui, ça t'apporte un minimum, de quoi régler tes besoins. Mais vous ne voyez pas un coupeur qui possède des millions ou des belles voitures. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. C'est combien vous pouvez vendre un tronc, un joli tronc? Peut-être 25 000 le tronc. De 25 000 à 32 000. 25 000 à 32 000. Avec 25 000 francs CFA, vous pouviez vivre combien de temps? C'était un salaire pour combien de temps? 25 000, si on calcule, on peut s'acheter un sac de riz. Ça coûte 17 500 ou 18 000. Un sac de riz grand? Oui, de 50 kilos. Ce bois de rose de si haute valeur est payé au coupeur l'équivalent d'à peine plus qu'un gros sac de riz. Mais pour les villageois qui n'ont que la forêt comme ressource, c'est un revenu rapide, inespéré. C'est entre 2014 et 2017 que le trafic de bois de rose s'est intensifié. C'est là qu'il a été transformé en système ultra profitable, construit par un Suisse d'origine roumaine, Nicolae Buzaianu, 53 ans, entrepreneur hyperactif dans le monde entier, présent directement ou indirectement dans de multiples sociétés. Il serait à la tête d'une grosse fortune, dont une partie acquise avec l'une de ses compagnies, Energy Holding, qui s'est retrouvée mêlée en 2016 à une grosse affaire de corruption en Roumanie, sans que lui n'ait jamais été accusé directement. Nous voulons savoir plus sur son implication en Suisse. Est-il toujours actif ? Donc si on cherche les entreprises actives et radiées dans lesquelles Buzaianu est actif... Le registre du commerce de Fribourg nous apprend qu'il était encore de Roumanie lorsqu'il a créé la société Energy Consult en 1993 et que lorsqu'il devient administrateur de la société Valclair en 2005, il est désormais naturalisé suisse d'origine fribourgeoise et qu'il réside à Greng. Là, on découvre qu'il a acheté ce prestigieux château du XVIIIe siècle, l'un des rares châteaux privés de Suisse où, pour l'anecdote, Madame de Stel a vécu. En 2015, Nicolas Buzaianu a vendu pour s'installer officiellement à Monte-Carlo, comme le prouve cette autre ligne du registre du commerce fribourgeois. L'homme d'affaires est encore actif en Suisse, à Fribourg. À la rue Saint-Pierre, on voit encore sur la boîte aux lettres les noms scotchés des entreprises dans lesquelles son réseau et lui sont investis, notamment l'entreprise Selectra SA, active dans le secteur de l'énergie.
En 2012, Nicolae Bouzayanou se rend pour la première fois en Gambie. Il a des idées d'investissement. La Gambie, c'est l'un des plus petits pays d'Afrique, 2,5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres du monde aussi, dont la population dépend régulièrement de l'aide alimentaire. L'espérance de vie est de 62 ans, plus de 20% des enfants de 7 à 14 ans travaillent et le salaire moyen n'atteint même pas 100 francs par mois. Entre 1994 et 2017, Yahya Jammeh règne sur le pays. Le président impose un régime dictatorial, jette ses opposants politiques en prison, expulse les homosexuels, pratique sans scrupules la torture et les disparitions. Dans ce pays, nous ne craignons que Dieu. Et moi, en tant que président, peu m'importe ce que disent les uns et les autres. Je n'écouterai personne, j'écouterai seulement Dieu, ma religion et mon peuple. Lorsque le président et le Suisse se rencontrent, l'entente est immédiate. Nicolae Bouzayanou obtient très vite la nationalité gambienne. Il devient même ambassadeur de la Gambie pour Monaco et les Émirats arabes unis, comme le confirme cet article du 17 février 2014. Mais leur entente est surtout financière. Nicolae Bouzayanou et le président gambien ont flairé le filon de l'exportation de bois précieux. Ils vont créer ensemble la société Westwood Gambia Limited, derrière laquelle se trouvent deux actionnaires. L'un est BPI Group, une société liée à Nicolae Bouzayanou. L'autre est la société Kanilai Family Farms, appartenant à l'ancien président gambien Yahya Jammeh. L'un des directeurs de Westwood était le neveu du Suisse, Dragos Bouzayanou. Peut-être l'alliance a-t-elle été conclue un certain 17 avril 2013 ? Ce reçu de banque montre un versement de 99 982,50 $ de la société suisse Selectra à la fondation du président gambien. Un an plus tard, le 4 juin 2014, la société Westwood est adoubée par le fils du président. Je suis prié de vous informer que votre compagnie est désormais autorisée à exporter du bois. Westwood va obtenir le monopole de toute l'exportation de bois de rose de la Gambie, comme elle s'en vante elle-même sur son site internet de l'époque. Depuis juin 2014, Westwood est la seule compagnie autorisée à exporter du bois de Gambie. Elle établit son siège au bord de l'océan à Banjul, dans le luxueux hôtel Ocean Bay, où la suite 326 lui est réservée. Pendant ce temps, très loin de la capitale gambienne, en Casamance, l'abattage illégal de bois de rose continue. À l'époque, les coupeurs utilisent des ânes pour franchir clandestinement la nuit la frontière vers la Gambie. Une fois en Gambie, les lourds troncs sont coupés en carrés pour être mieux insérés dans les containers. Puis les troncs sont exportés par camion jusqu'au port de Banjul, principale destination de l'exportation, la Chine. Le trafic de bois de rose existe depuis longtemps. Les statistiques d'exportation du port entre 2012 et 2013 montrent une moyenne de 193 containers par mois. Pendant la période 2014-2017, la période Westwood, la moyenne a plus que doublé avec 444 containers par mois. Et c'est parce que le président a été détrôné après 22 ans de régime autoritaire que la compagnie Westwood a dû cesser son activité en mars 2017. Entre 2014 et 2017, le plus haut niveau de l'État, le président lui-même, est donc impliqué dans le trafic de bois. S'y opposer, c'était prendre un risque réel. C'est ce qu'a vécu Siko Janko. Il préside la minuscule ONG All Gambia Forestry Platform depuis 1998. Il n'a jamais cessé son activisme en faveur de l'environnement. Le trafic de bois rose à cette période était en plein essor. Il y avait beaucoup de plaintes, mais aucune n'aboutissait.
À cette période, les fonctionnaires des forêts de la région savaient ce qui se passait, mais ils craignaient de perdre leur emploi. Ils pouvaient même perdre leur vie, parce que le président, à cette époque, il faisait tout ce qu'il voulait. Si tu fais obstruction à son autorité, tu perds la vie ou tu perds ton job. Donc les gens ont peur de lui. C'est la force du système. C'est pour ça que la plupart des fonctionnaires des forêts ne pouvaient rien faire, pas plus que des organisations comme la mienne. J'ai été arrêté plusieurs fois. J'ai été prévenu de ne pas me rendre dans certaines régions, là où les activités illégales se passaient. Si vous essayiez de dire quelque chose, c'était dangereux pour vous? Oui. Avez-vous essayé? Oui, j'ai essayé. Nous étions en train d'aller dans la forêt, car on nous avait dit que quelqu'un faisait de la coupe illégale, etc. J'y allais, et en chemin, j'ai été percuté par une voiture. Lorsque j'ai été percuté par la voiture, vous pouvez voir, cette jambe a été cassée. Vous pensez que ce n'était pas un accident? J'ai été ciblé pendant mon activité. J'ai même été chanceux de ne pas perdre ma jambe. Sékou Janko est bien seul à s'exprimer ouvertement. L'autoritarisme du régime gambien a laissé des traces indélébiles. Oser parler, même du passé, la peur des conséquences est toujours bien implantée. Serait-ce possible de faire une interview que sur ça? On nous renvoie d'un ministère à l'autre, d'une personne à l'autre. Personne ne veut apparaître devant la caméra. Nous devons aussi tenter tout notre possible pour donner la parole à Nicolae Bouzayanou. Au cours de notre enquête, nous avons identifié son avocat en Suisse. Après quelques échanges, il refuse toute interview, mais nous envoie un courrier de plusieurs pages, dont voici des extraits. En premier lieu, je tiens à souligner que mon client ne fait l'objet d'aucune procédure pénale, ni en Gambie, ni en Suisse. Selon ses sources, l'avocat assure que la société Westwood n'avait pas le monopole de l'exportation. Il est faux de dire qu'il s'agissait d'une autorisation exclusive. Il est plus exact de dire que Westwood Gambia Limited a obtenu une concession non exclusive renouvelable chaque 3 mois. Pour établir les faits, nous puisons dans une source d'information bien documentée et publique, puisque tout a été diffusé en direct à la télévision gambienne. Dès la chute du président Jammeh, pour nettoyer les crimes du passé, le nouveau gouvernement a mandaté une commission d'enquête officielle chargée d'évaluer les dérives financières de l'ex-régime. L'un des gros chapitres, c'est l'exportation de bois, dans lequel le nom de Bouzayanou est souvent évoqué. Parmi les témoins entendus, l'un des administrateurs de Westwood. Quel est votre lien avec Westwood Gambia Limited? J'ai travaillé pour cette compagnie. Je l'ai rejoint le 1er juin 2014. Pardon, le 1er juillet 2014. Et j'ai démissionné le 1er septembre 2017. J'ai travaillé comme administrateur pour cette compagnie. Qui étaient les directeurs? Les 2 premiers directeurs étaient M. Bouzayanou et... Pouvez-vous donner le nom complet de M. Bouzayanou? M. Dragos Bouzayanou. Où est Dragos Bouzayanou maintenant? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Il n'est pas en Gambie. Il semble que Nicolae Bouzayanou, comme son neveu Dragos Bouzayanou, n'était déjà plus en Gambie au moment de la commission. Westwood était la seule compagnie autorisée à exporter du bois. Est-ce correct? Oui. Le but de cette compagnie était d'exporter ce bois, et le bois en général, au nom des marchands de bois locaux. En leur nom? Oui. Et qu'est-ce que la compagnie a gagné en exportant du bois en leur nom?
Le directeur m'a expliqué que pour chaque conteneur, le marchand de bois paiera la somme de $3000, ainsi que les taxes en Dalhousie. On vous explique. Avant Westwood, les marchands de bois payaient par conteneur environ 10 000 Dalhousie, soit 180 francs, pour différentes taxes locales, comme l'autorisation d'exporter ou les taxes douanières ou forestières. Sous le régime Westwood, les taxes ont grimpé à 13 200 Dalhousie, soit 240 francs. Mais cette compagnie, qui détient le monopole, rappelons-le, a ajouté à la facture $3000 par conteneur à payer en cash. Westwood a pris la place de l'Association gambienne du bois qui s'occupait de l'exportation avant eux. Le président de cette association est venu exposer à la commission les conséquences financières désastreuses. La facture de $3000 a profondément impacté les commerçants gambiens. Tous ceux qui sont ici. Ils sont maintenant tous endettés jusqu'au cou. Simplement à cause de l'obligation de payer ces $3000 pendant 2 ans. Vous achetez votre propre bois. Vous l'amenez vous-même depuis la brousse. Vous le transformez vous-même. Vous le chargez dans le conteneur vous-même. Vous payez toutes les taxes en monnaie locale. Et ensuite, vous payez en plus de tout ça $3000 à Westwood. Vraiment, c'était une situation très difficile pour nous. Ça a causé beaucoup de problèmes. Selon plusieurs témoignages de la commission d'enquête, la compagnie Westwood n'a pas seulement agi comme exportateur. Elle était aussi chargée de collecter une partie des taxes locales à la place des services de l'État, notamment celle du département des forêts. J'appelle le directeur du département des forêts. Quand Westwood est arrivé, les Gambiens n'ont plus fait partie des personnes qui pouvaient avoir un permis d'exportation. Tous les Gambiens ont été exclus. Ensuite, il n'y avait aucun contrôle, dans le sens qu'au département des forêts, nous étions à la merci de Westwood. À la merci de Westwood, le terme est fort. Nous voulons en parler avec Ousseynou Cham. Il était responsable forestier au niveau régional dans la période 2014-2017 et basé dans une ville clé du passage du trafic de bois. Mais juste avant la rencontre, lui aussi veut annuler. On ne lâche rien. Nous étions supposés avoir une interview. C'est OK ou pas? Vous saviez ce qu'il se passait à cette période. Vous étiez en position pour voir ce qu'il se passait. C'est impossible que vous ne sachiez pas grand-chose concernant Westwood. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Dans 20 minutes? OK. Au point de rendez-vous, il est là, mais très nerveux. Vous voyez, vous ne m'avez pas forcé, je suis venu volontairement. Bien sûr, je ne peux pas vous obliger. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui proviennent du système et qui sont restés dans le pays. Ce sont eux qui refusent. Quoi que je fasse, il y a un risque. Ils peuvent me combattre, ils peuvent tout faire. Même concernant le passé, parce que nous n'allons parler que du passé. Vous savez, ici, c'est la Gambie. Je sais ce que j'ai subi et malgré cela, j'ai pas peur. Concernant Westwood, ce n'est pas que j'ai peur. Je n'ai jamais participé à leur meeting, je n'ai jamais été invité, pas seulement comme individu, mais aussi au niveau institutionnel. Nous sommes au niveau opérationnel. Nous sommes juste là pour implanter la politique forestière du gouvernement. Par exemple, la gestion des ressources naturelles. Selon la loi, c'est le ministère qui est responsable des exportations. Mais à l'époque, tout le monde fermait les yeux sur l'illégalité du trafic. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'exportation de bois a commencé activement en 2007, pour être précis. En ce qui concerne le bois de rose,
On a déterminé que les arbres venaient de nos communautés forestières et, dans une dimension plus importante, de l'autre côté de la frontière, le sud du Sénégal. Selon la loi, la source ou l'origine de ces arbres doit être accompagnée par un document authentifié. Et c'était impossible, parce que c'est une région sous contrôle rebelle où il n'y avait pas de gouvernance. Ce qui veut dire que concernant les documents fournis, le gouvernement de l'époque et encore celui d'aujourd'hui acceptent que ce sont de faux reçus. Pourquoi est-ce encore si difficile aujourd'hui de parler de ça? Je pense que pour l'instant, je ne peux rien dire de plus. Je suis un retraité. Au bout d'un moment, agacé par notre insistance, il met les points sur les i. Ce que je dis, c'est que pour nous, nos règles étaient de collaborer avec la sécurité, entre autres choses. Nous ne travaillons pas la nuit, nous ne sommes pas formés, nous n'avons pas d'armes et nous ne sommes pas les renseignements. Merci beaucoup. Dans cette période 2014-2017, en collaboration avec la journaliste et le militant suisse, un homme a eu le courage de dénoncer ouvertement le massacre de la forêt. Avec ses images de drone, il a révélé au monde entier l'ampleur du trafic de bois de rose vers la Gambie en provenance de la Casamance. Cet homme, c'est Ali El Haïdar. Ici, nous sommes au Sénégal, à 50 mètres la frontière avec la Gambie. Et plus loin, là-bas, un village gambien avec des centaines de milliers de troncs. Ali El Haïdar a été brièvement ministre de l'Environnement au Sénégal entre 2012 et 2013. Depuis, il n'a jamais cessé ses activités en faveur de la nature. Ils veulent attendre juste que l'écorce sèche et s'en aille. Très proche du terrain, il est convaincu de l'importance de collaborer avec les villageois. Ça servait à quoi ces opérations? De dénoncer ce trafic qui nous appauvrissait, qui installait le désert chez nous et qui, en plus, enrichissait des hommes d'affaires véreux, notamment le plus grand d'entre eux, c'est un Suisse en plus. Mais ça a quand même continué, le trafic. Et ce trafic, il sert trop d'intérêt, trop. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et de toute façon, j'ai toujours dénoncé qu'il ne pouvait pas prendre une telle ampleur, concerner une telle quantité de troncs, et que tout le monde, ou qu'il n'y ait pas une grande complicité à tous les niveaux. Jusqu'où? Jusque là-bas, un peu à côté. En tout cas, ça concernait beaucoup de gens. Jusque là-bas, un peu à côté. La formule est belle, mais pleine d'inquiétude. Il ne peut en dire plus. Révéler les complicités, pour lui aussi, c'est risquer de s'exposer à des mesures de rétorsion. Mais la tenace commission d'enquête gambienne, elle, ne se prive pas de poser des questions sur les finances de ce trafic. Et lorsque le président de la commission demande de vérifier les comptes de la compagnie Westwood, la tension monte. Pouvez-vous donner le nom de la société fiduciaire? Je ne me souviens pas du nom. Vous devenez pénible. On n'est pas ici pour plaisanter. Vous devez bien connaître les gens que vous avez engagés. Vous voulez aller vérifier? Je pense que le rapport de la fiduciaire a été remis à la commission. J'ai dit, connaissez-vous le nom de la fiduciaire que vous avez engagée? Je m'en souviens maintenant. Je pense que c'est... Vous le saviez donc. La commission n'est pas là pour plaisanter et elle a fait un calcul final. Pour la période 2014-2017, elle réclame à Westwood 45 318 000 $ pour trafic illégal de bois. C'est une somme colossale pour le pays. Pour se rembourser, le gouvernement gambien a pris la décision de confisquer tous les biens des Bouzayanou en Gambie et de les vendre au profit de l'État. L'avocat de Nicolas Bouzayanou dénonce. Monsieur Bouzayanou a été complètement exproprié par la République de Gambie sans aucune procédure légale. De plus, il a été déclaré persona non grata et interdit d'entrer en Gambie, de sorte qu'il ne peut en aucun cas se rendre en Gambie pour défendre sa cause.
Cela n'a rien à voir avec un procès équitable et l'état de droit. Pour l'instant, effectivement, aucune instruction n'a été ouverte, ni au Sénégal, ni en Gambie. Mais en Suisse, Nicolae Bouzayanou est l'objet d'une plainte pénale auprès du ministère public de la Confédération. Elle a été déposée par l'ONG Trial International. Les autorités fédérales de la Confédération sont compétentes pour poursuivre M. Bouzayanou pour crime de guerre parce qu'il est un citoyen suisse et à partir de ce moment-là, les autorités sont compétentes pour le poursuivre, peu importe où le crime de guerre a été commis. Trial International, c'est une ONG basée à Genève dont l'objectif est de lutter contre l'impunité des crimes internationaux. Le lourd dossier de 125 pages et des centaines d'annexes a été repris par Benoît Mestre. Alors, ça a demandé énormément de recherches au préalable, avant le dépôt de la plainte. L'équipe de Trial s'est plusieurs fois rendue, tant en Gambie qu'au Sénégal, en Casamance. Donc vraiment un gros travail d'enquête sur le terrain. Et puis à côté de ça, on a été aidé par des journalistes d'investigation qui nous ont partagé les informations qu'ils avaient collectées eux-mêmes. C'est une affaire qui nous tient énormément à cœur et pour plusieurs raisons. Trial International lutte contre l'impunité des crimes internationaux depuis 20 ans maintenant. Et puis cette affaire est un peu à la croisée entre le droit pénal international et les crimes environnementaux, qui sont une thématique d'actualité. Et puis là, c'est justement l'occasion de mettre l'environnement en évidence et puis de rappeler que la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé est constitutif d'un crime de guerre. Selon Trial, la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé est qualifiable de crime de guerre. Or, effectivement, depuis 40 ans, et c'est le plus vieux conflit en Afrique, la Casamance est le lieu d'affrontements plus ou moins violents selon les périodes. Dans les forêts s'opposent l'armée sénégalaise et les rebelles séparatistes constitués en Mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC. Leurs revendications sont toujours les mêmes. Ils légitiment leur présence dans la brousse par leur volonté de se séparer du Sénégal. C'est la seule raison pour laquelle ils sont dans la brousse. Pas par terrorisme ni par banditisme. Fin 2021, début 2022, des combats ont repris, intenses. Du matériel lourd a été engagé. Il est important d'avoir compris ce contexte, car pour qu'il y ait crime de guerre, comme l'avance Trial International dans la plainte, il faut que l'argent en provenance du trafic illégal de bois ait financé le conflit. Alors la société Westwood s'est appropriée de manière illégale ce bois précieux et par cette activité-là a favorisé la continuité du conflit et l'enrichissement du groupe armé du MFDC. Monsieur Bouzayanou, qui est à la tête de la société Westwood, qui ne pouvait pas ignorer l'existence de ce conflit et que l'exploitation de ce bois précieux était illégale, par la même occasion se rend également coupable de crimes de guerre puisqu'il était dirigeant de la société. Leur hypothèse est donc que Westwood, par son activité, aurait enrichi les rebelles indépendantistes. Nous décidons de chroniquer ces éléments constitutifs de crimes de guerre. Première étape, être sûr que nous enquêtons bien dans la zone d'action des rebelles dans les années Westwood. Je voulais qu'on regarde ensemble ces cartes que j'ai reçues. C'est Trial International qui a fait cette recension ultra précise. Qui montre les zones où il y avait des conflits entre les rebelles et les autorités pendant la période 2014-2017. Donc ce qu'on va faire, on va charger le fichier que tu m'as transmis avec tous ces points GPS et on regarde ce que ça donne. Puis tu me disais que la plus pertinente c'était celle de la forêt de Narang, voilà, qui couvre toute cette partie et qui a vraiment une sacrée implication des rebelles. Ensuite, une fois arrivé en Casamance pour notre tournage, il faut prendre des précautions. Souvenez-vous, les combats ont repris entre armées et rebelles. Un contact proche du MFDC nous prévient, il faut faire attention. Ils ont utilisé maintenant un système de guérilla totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de front,
mais c'est des petits groupes de 5 à 7 personnes semi-autonomes qui se déplacent rapidement dans toute la zone. Donc ils peuvent faire des braquages ici à gauche, faire des attaques sporadiques dans d'autres coins, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut chaque fois avoir des informations avant de se déplacer. Enfin, il faut convaincre les témoins de nous parler de l'implication des rebelles dans le trafic. L'un d'entre eux prend ce risque, à condition de strict anonymat. C'est un ancien gros coupeur qui avait réussi à monter une micro-entreprise. Je n'avais rien. J'avais tout perdu. Alors j'ai pris une hache et je suis allé dans la forêt. Et je suis rentré dans la forêt. J'ai coupé le bois. J'ai coupé du bois d'abord pour faire un four à charbon et j'ai vendu le charbon. J'ai vendu le charbon. Ensuite, j'ai acheté une tronçonneuse. Fait. Après 3 mois, j'ai acheté une deuxième machine. 3e mois, j'ai payé une deuxième machine. À la fin de l'année, j'en ai acheté une 3e. Et un an encore plus tard, j'en ai acheté 2 autres. En tout, je possédais 5 machines. Chaque jour, je coupais 150 arbres. Chaque jour que Dieu fait, je coupais 150 arbres. Je coupais et je le revendais en Gambie. Mais on se cache, on se cache. On se cache. Et vous vous cachez du gouvernement parce que c'était illégal de couper? Illégal, oui. La coupe est illégale. Nous tous, nous savons que c'était illégal. Moi, à l'époque, j'avais des motos-taxis. Je les ai donnés aux gars pour qu'ils puissent me signaler là où il y a l'armée. Les employés des eaux et forêts, la police. Quand ils sont là, on me le signale. Comment vous faisiez-vous sur le territoire pour couper du bois et en même temps le MFDC était présent? On travaillait avec eux. On travaillait en synergie. En vérité, parce qu'ils ont leur part. Ils ont leur part. C'est même eux qui donnaient le permis de coupe. Si tu as une machine, tu vas la déclarer. Et ainsi, on te donne un permis valable 1 an ou 6 mois. Valable 1 an, 6 mois. Ça dépend ce que toi, tu peux payer tout de suite. Parce qu'ils contrôlaient la région à l'époque? Oui. Ils contrôlaient un peu partout. Tu seras avec eux comme ça. À l'époque, toute la région est sous contrôle des rebelles, ce qui signifie que les populations partageaient leur idéologie ou ne pouvaient pas s'y opposer. Au chef-lieu de l'arrondissement, à Kataba, nous avons retrouvé le maire en place dans la période qui nous intéresse, 2014-2017. En qualité de représentant local de l'État sénégalais, Abdoulaye Badji était impuissant. Et tout le monde savait. Parce que, tout le monde savait. Parce que vous savez, quand le trafic a atteint une telle intensité, tout le monde était impliqué. Vous allez voir dans un village un simple paysan avec des difficultés financières qui refait sa maison, il la meuble, il l'agrandit, il la décore, etc. Quand tu te demandes quel est son revenu pour y parvenir, dans les ressources, on trouve que c'est en partie de l'exploitation de bois de veine. Donc les gens impliqués dans le trafic, c'est nos populations elles-mêmes. Vous, en tant que maire, vous aviez aussi la possibilité de dire « j'arrête tous ceux qui font ça ». C'est juste. On a tenté, on a fait des dénonciations, il y a eu des arrestations. Combien ont fait de la prison pour ça? Combien ont vu leur matériel arraché par les autres autorités? À l'époque, au camp militaire de Diouloulou, il y avait des camions saisis remplis de bois. Combien ont été jugés pour ça? Mais cela ne nous a pas empêché. Mais cela n'a pas vraiment empêché ce trafic. D'arrêter ce trafic-là. Ces documents sont des autorisations de déplacement de troncs de bois de rose. Le tampon indique la date de 2015 et le village de Sambouland de l'arrondissement de Diouloulou. Effectivement, à l'époque, il était sous contrôle des rebelles. Combien était payé le bois de veine? À l'époque, le chargement est à 40 000 dalassis. Le chargement, ça représente quoi en volume? C'est 30 troncs.
Combien d'argent le MFDC réclamait? Pour le chargement, si c'est du Vène, on te demandait 3000 dalassis. Donc, rien qu'avec lui, les rebelles du MFDC auraient empoché 275 francs par jour. Et il y avait beaucoup d'autres coupeurs dans la région. Nous voulions une autre source pour confirmer que le trafic illégal alimentait les caisses des rebelles. Nous avions décroché une interview avec l'un des chefs, mais la reprise des combats dans le secteur va tout compromettre. Nous posons directement la question à notre source proche du MFDC. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les rebelles à l'époque faisaient partie de ce trafic de bois? Oui. Dans cette période-là, oui, c'était comme ça. Parce qu'en fait, il y avait énormément de conteneurs de bois qui ont quitté la zone de Casamance via la Gambie. Ils avaient besoin de cette ressource-là pour pouvoir continuer le conflit? En fait, pas un besoin, mais les réalités s'imposent à eux. Une rébellion, ça se base sur certains aspects. Il faudrait que vous ayez quand même les possibilités d'avoir de l'argent pour donc avoir une intendance. Ce n'est pas comme une armée régulière. Donc avec ça, seulement, c'est déjà une manne financière qu'ils ont eue qui leur a permis de tenir assez longtemps. Selon nos sources donc, les rebelles auraient bel et bien profité du trafic de bois, la condition qui permet d'invoquer le crime de guerre pour la procédure en Suisse. Alors, la plainte a été déposée quand auprès du ministère public de la Confédération? Alors, la dénonciation a été déposée en juin 2019, donc ça fait maintenant 3 ans. Et en ce qui nous concerne, la procédure est pour le moment au point mort, ce qui nous préoccupe énormément. Pour l'avocat de M. Bouzayanou, le fait de n'avoir même pas été contacté par le ministère public de la Confédération est significatif. Si 3 ans après le livre blanc du gouvernement gambien et 3 ans après la dénonciation de Trial International au ministère public de la Confédération, aucune procédure pénale n'est ouverte ni en Gambie ni en Suisse, cela signifie, dans n'importe quel état de droit, qu'il n'y a rien dans les accusations qui justifierait une enquête pénale. Par conséquent, M. Bouzayanou ne peut et ne pourra rien dire à ce sujet. Nous avons contacté le ministère public de la Confédération qui a refusé toute interview et toute discussion. Aucune décision finale n'ayant été encore prise dans la cause évoquée, je ne suis en l'état pas en mesure de répondre favorablement à votre demande d'entretien, en off ou face caméra. Trois ans, c'est normal ou c'est long? C'est extrêmement long. On sait que le ministère public de la Confédération peine, souvent par manque de ressources, par manque de compétences peut-être. On sait que ces enquêtes sont extrêmement complexes. Il faut des gens qui ont une certaine expertise pour pouvoir enquêter sur ces crimes. La Suisse est bien sûr signataire des conventions de Genève. Le Parlement a intégré les crimes de guerre dans son droit suisse. Donc les instruments sont là, sont à disposition pour protéger l'environnement et il est grand temps qu'ils soient appliqués de manière proactive par les autorités. La Suisse traîne, alors qu'il y a urgence en termes d'environnement. En Casamance déjà, les conséquences de la déforestation et des coupes massives de bois de rose en particulier ont des effets dévastateurs pour les populations locales. Le bois de rose, c'est un arbre qui, avec son feuillage très touffu, capte l'azote aérien et le donne à la terre. C'est un arbre dont les feuilles, au moment des périodes de soudure où il n'y a plus de tapis herbacés, ces feuilles sont un pâturage aérien. Donc les éleveurs vont couper des branches feuillues et vont le donner aux animaux. Et rien que pour ça, on doit le respecter, on doit l'aimer, on doit le protéger. Mais la forêt et les arbres, pour moi, sont le départ de la vie. Et moi, c'est la nature qui m'intéresse. C'est la vie qui m'intéresse.
Ces villageoises sont jeunes, mais elles ont très concrètement vu le changement climatique. La pluie ne tombe plus comme avant. Il y a 3 ans, elles ont créé ce jardin collectif à Kulandiang. Une nécessité pour survivre, car elles ont perdu les ressources de la forêt. Là, elles cultivent des betteraves, des choux, des poivrons, des tomates, des aubergines. Non, nan emitelu beme. Bu yok ba ci la buju pot. Mati ci kolangas awe ok way ku ndorong e ñake e temi bare jaat nan emitele ñaari kalba. Noru fama nu yokke dinew can. Mati jaat awe wokke kolanga punu wok tate kolanga ake pene bay 6 meter ka barandi waw bu di buremben. Bo ay ñeku ko julek der man te ko prenu ko munu joyuen. Ha to tengi momok bu yokka ba ci la jaaru fama nu yokke can. Mati emite leri kaluba kate ken di katigat ku nam. Maintenir un potager ici, cela veut dire arroser matin et soir, sinon le soleil brûle tout. Avant, vous trouviez des choses dans la forêt qu'aujourd'hui vous ne trouvez plus? Muriamalla mati karamba. No munu bajay mo me di gat sinamut ñame mu baju yirit. Mati karamba kunu ka kumini min karamba ku yeyab momak mo kane wanu lu baje me di karamba ku yab jaadorong wo eket ngolinir tu bajo. La jeune femme voulait agir. Elle est devenue pépiniériste. Dans ce jardin, elle crée des pousses d'arbres avec le président de la forêt de Kulandiang et ils vont ensuite les replanter dans la zone protégée. Un travail de patience. Il faut 30 ans pour qu'un bois de rose atteigne 3 mètres de hauteur. Auparavant, cette vendeuse de fruits tirait ses ressources de la forêt. Aujourd'hui, elle apprête tout ce qu'elle trouve. Par exemple, le fruit de baobab qu'elle transforme en jus. Mais au marché, elle n'a que des mangues à vendre, un fruit très commun dans la région. Est-ce que vous pouvez gagner votre vie en vendant les fruits? Pano bajte ko de yakuim mani kene no toke to ko men de to lo baj priye ya naw mangme pour kano menak nyeme hange ma yoke no nyeme oludu yo ko fang oludu yo olomri ngati mano sat bur ngamone lo dim o urambere ko nyila ke man ko karang de lo useni de wan ko te ngaman ko balo. Vous êtes fâché contre les trafiquants de bois? Fang olomono bolani fang we la to waw rek baro lomo bolani bande mbokan kandu na juk pano jowone ko kat ba ñike waaf wana manje aw jukedit nike baro mono bolani fang. Qu'est-ce que vous diriez aux autorités suisses qui aujourd'hui ont les moyens d'ouvrir une enquête contre Nicolas Bouzayanou qui aurait participé à tout ce trafic de bois? Bon, ce que je dirais aux autorités suisses, c'est que avec le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, l'avancée du désert, la plupart de nos pays sahéliens ont assez de problèmes. Elles devraient ouvrir cette enquête et donner l'exemple que ce monsieur passe de longs moments en prison. On espère qu'un jugement de culpabilité sera rendu parce que ça constituerait un précédent historique dans la lutte contre l'impunité des crimes de pillage qui sont souvent passés sous silence dans le monde entier, pas qu'en Suisse d'ailleurs. En droit suisse, le crime de guerre est passible d'au minimum 3 ans de prison et si des valeurs sont saisies, elles pourraient être restituées aux personnes spoliées. Dans ce cas, cela pourrait être l'État sénégalais, des villageois, ou même éventuellement des ONG actives dans l'environnement. Alors il faut évidemment que M. Bouzayanou puisse être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. En l'état actuel des choses, nous ignorons où il se trouve, mais le ministère public de la Confédération doit avoir les moyens de déterminer l'endroit où il se situe et ensuite, à partir de là, procéder à son audition. Car Nicolas Bouzayanou n'habite plus en Suisse. Mais un journal People roumain l'a pris en chasse et l'a identifié à Saint-Barthélemy.
Ils l'ont reconnu également dans ce reportage daté de 2017 de nos confrères français d'Enquête exclusive. C'est un homme d'affaires roumain qui remporte la première manche. Il a le droit à un feu d'artifice de faux billets de 500 €. Car avec 2 bouteilles de whisky et 4 de champagne, il vient de dépenser une petite fortune. Toujours selon le journal roumain, en août 2021, Nicolae Buzăianu se serait trouvé dans une villa qui lui appartiendrait sur la Côte d'Azur. La résidence a été évaluée à 30 millions d'euros. Mais l'information la plus récente provient du quotidien Africa Intelligence. Selon ce journal, l'homme d'affaires suisse a maintenant des projets en Centrafrique avec le président Touadéra. Face à cette carrière que rien ne semble freiner, l'ancien ministre de l'Environnement du Sénégal, Ali El Haïdar, laisse sortir sa colère. Nicolas Buzăianu, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à lui? Que j'espère qu'un gros baobab va lui tomber dans la gueule et l'écraser comme la mouche qu'il devrait être. Les crimes environnementaux commis à l'étranger restent trop souvent impunis. La Suisse pourrait jouer dans ce cas une carte historique qui ferait jurisprudence. Mais pour cela, il faudrait que la procédure soit ouverte et jugée, avec toutes les garanties d'un procès démocratique. Comme vous pouvez l'imaginer, l'avocat de l'homme d'affaires suisse a cherché à nous dissuader de diffuser ce reportage, à défaut de nous permettre d'interviewer son client. Une fois encore, nous le regrettons, car nous cherchons à donner la parole à toutes les parties afin que chacune et chacun d'entre vous puisse se faire son opinion. À ce stade, nous rappelons que Nicolae Buzăianu ne fait l'objet d'aucune instruction contre lui de la part du ministère public de la Confédération. Il jouit donc de la présomption d'innocence. On verra dans ces prochaines semaines ou mois si le procureur suisse sort enfin de sa torpeur et fait avancer ce dossier fondamental pour la planète. Excellente soirée à vous, très belle semaine et à bientôt.